On va accueillir quelqu'un qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin et d'entrer dans notre famille. C'est ce que c'est qu'une famille, une family, puisque defamily.co, c'est lui qui l'a cofondé. C'est quelqu'un dont on parle beaucoup, à la fois entrepreneur, à la fois investisseur, à la fois défricheur, et puis aussi peut-être quelqu'un qui est perturbateur, au bon sens du terme, mais éclaireur dans tous les sens du terme. Je vous demande de l'accueillir, monsieur Oussama Hamar, qui nous rejoint, s'il vous plaît. Oussama Hamar. Installez-vous, Oussama. Bienvenue. Merci d'être là. Alors, comme j'ai coutume de le faire, on va faire un petit portrait en chiffres pour débuter, si ça vous dit. Dans la série des chiffres et des êtres, alors je me suis renseigné, des personnes, Béatrice, qui m'ont un peu aidé. 10 chiffres gastronomie, comme les 10 variétés différentes de sushi que vous pouvez déguster avec avidité. Vrai ? Vrai. Mais peut-être pas 10 quand même. Peut-être Il pas y en 10. a des très bizarres quand même. Il y en a des très bizarres. Faut s'arrêter à 6, 7. 3 chiffres entrepreneuriat, comme le trio que vous formez avec les cofondateurs de Defamily, un ménage à 3 et beaucoup de bébés start-up bichonnés. On peut le dire. On vient de passer les 400 startups. Ouais. 400 start-up. Joli chiffre. 0 chiffre osons, lançons-nous comme vous qui accompagnez la prise de risque et permettez à de jeunes entrepreneurs de sortir de ce fameux point zéro là, où on n'arrive pas à décoller. Oui, on a une blague mathématique à The Family, on dit qu'il faut passer de 0 à 1, il faut passer de n'être rien à quelque chose. Ça rappelle des codes. C'est ça, exactement. Et puis quand on est 1, on peut grossir, on peut grandir. Mais ce passage de 0 à 1, c'est un passage très compliqué en fait. 5, chiffres multiples et fertiles. 5 ans, c'est l'âge que vous aviez à votre arrivée en France. Et puis si je multiplie bien 3 x 5, 15 ans, l'âge où vous vendez votre première start-up, c'est ça ? Oui, alors on le raconte souvent comme ça, c'est une bonne façon de... Les journalistes sont très friands de ce genre d'histoire. T'as remarqué, hein. Maintenant, la vérité, c'est que j'avais pas conscience de ce que je faisais. Je pense que c'est quand même le point le plus important. Je pense que souvent, ce qu'on raconte pas dans cette histoire, c'est quand on dit ça, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui a conscience de ce qu'il fait. La vérité, c'est que j'ai 15 ans, je développais des sites internet, une agence, etc. Je travaille, je gagne très très bien ma vie. Et je vends une plateforme d'antiquité en ligne à des antiquaires. Et des années plus tard, on me dit, mais c'est incroyable, t'es entrepreneur et t'as fait un exit. Je dis, ah bon ? C'est ça donc il faut comprendre quand on réécrit l'histoire à posteriori. Il faut comprendre ce décalage entre un enfant qui a appris à programmer tout seul et qui donc fait des choses et les gens attribuent une valeur monétaire à ces choses sans que lui-même comprenne très bien pourquoi. Moi j'étais persuadé que tous les gens, pendant longtemps je dépensais pas l'argent que je gagnais parce que j'étais sûr que quelqu'un allait venir me le demander en disant c'est une erreur. Rendez-moi ça. Eh bien non. Dernier chiffre que j'ai trouvé. 3 chiffres des erreurs naît la réussite. C'est la courbe apprenante que vous avez vous-même expérimentée pendant 3 ans, en osant, en trébuchant, en vous relevant et en continuant à entreprendre et apprendre. Alors trébucher, ce serait un mot un peu gentil. Vous plantez, allez. Ouais, creuser et finir en Australie. Alors, moi, j'ai eu la chance et la malchance dans ma vie d'avoir d'abord des expériences très réussies, donc beaucoup de facilité, et jusqu'à lever beaucoup d'argent pour une entreprise qui s'appelle Ipios, et tout perdre et tout rater. Et quand je dis tout perdre et tout rater, c'est pas juste un peu, ça a fini avec des problèmes personnels, etc. Et donc cette descente aux enfers a été très salvatrice. D'abord parce que ça permet de reconfigurer l'ego, ce qui est en général pas une mauvaise chose quand on est jeune. Et aussi parce que finalement, comme en France, on est dans un pays où les échecs sont pas si courants que ça. En fait, on dit souvent qu'on a un problème avec l'échec en France, c'est faux, je pense. Personne m'a jamais reproché de m'être planté. Je sais pas d'où vient cette idée. Par contre, on se plante pas parce qu'on n'essaye pas. Donc avoir la chance de pouvoir se planter à ce point, c'est une bonne courbe d'apprentissage. Et alors sur le moment, ça fait pas plaisir. Je sais qu'il y a tous ces discours, il faut célébrer l'échec, etc. En général, c'est les gens qui n'ont jamais échoué qui racontent ça. Non, se planter, ça fait mal. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui tue pas rend plus fort. Donc une fois qu'on est passé, on est passé et puis on avance, quoi. Alors je le disais en vous accueillant à l'instant, un homme qui détonne, avec 2 N ou avec un N d'ailleurs, ça y va, qui dépote et qui a envie de faire bouger les lignes. Nous, ça nous intéresse aussi parce que dans nos métiers,
dans les formations, dans les universités d'entreprise, dans les modules que nous mettons au point, on essaie toujours d'innover, d'aller plus loin, d'être disruptif. Le président Montes le disait à l'instant. Ça fait partie de votre ADN, ça ? Oui, alors... c'est vrai que quand je l'entends dit comme ça, ça me donne l'indice du problème, en fait. L'indice du problème, c'est qu'on vit dans un monde où il y a une génération à laquelle j'appartiens, et que d'ailleurs, on ne devrait pas parler de génération, on devrait parler d'une minorité d'une génération qui a la chance de vivre des aventures extraordinaires, qui a la chance de créer des entreprises, qui a la chance d'être très très privilégiée dans cette génération. Et cette génération, pour des raisons historiques, a compris des choses que la génération précédente n'a pas compris, et entre autres parce qu'elle n'est pas née dedans. Je veux dire, le grand problème du numérique, c'est que c'est comme les langues étrangères, on peut passer des années à les apprendre, il y a un moment, ce ne sera jamais comme être un natif. Et alors en plus, être un natif doué en grammaire, alors là en plus c'est encore plus dur à rattraper. Ce qui fait que ça crée cette dichotomie entre ce monde qui a une réaction en 3 parties. Moi, il y a 10 ans, quand je disais à ma belle famille que j'étais entrepreneur, mon beau-père me regardait et me disait « Je sais, le chômage est tellement dur en France. » Et alors, moi, c'était une époque que j'aimais beaucoup, parce que c'était l'époque où on n'était pas pris au sérieux, on n'était pas très écouté, on était isolé, on pouvait faire des choses, on était libre de les faire, et ça a vraiment toutes les caractéristiques de la piraterie. Et la piraterie au sens le plus noble, c'est-à-dire ces gens qui partent sur la mer, qui voguent et qui créent leurs propres lois, leurs propres règles, leur propre envie. Puis ensuite, il y a eu une phase 2, un certain nombre de ces pirates ont trouvé des trésors, sont devenus des légendes, tous les gens de la vallée qui ont créé des boîtes extraordinaires. Et puis d'un seul coup, les gens se sont réveillés et ont dit « Ah, mais c'est incroyable, il y a de la richesse par là ». Et alors là, c'est ce que j'appelle le syndrome du rappeur de droite. Désolé d'avance. Si vous êtes de droite et que vous faites du rap, ça sonne faux. Une version plus littéraire. Ah oui, genre la culture, c'est plutôt à gauche. Non, pas du tout, parce que le rap n'a pas le monopole de la culture. C'est juste que ça représente juste, ou pour vous donner une expression plus littéraire, c'est le bourgeois gentilhomme. Si vous lisez le bourgeois gentilhomme de Molière, vous comprendrez ce qui se passe dans ce monde du numérique. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une nouvelle génération qui sont les bourgeois. Les aristocrates se sentent toujours supérieurs parce qu'ils ont l'histoire par tradition. Et puis d'un seul coup, les deux mondes essaient de se rencontrer et ça donne Monsieur Jourdain. Ça donne ce monsieur Pato, qui sait pas trop ce qu'il fait, etc. Et de cette transition, on a découlé un traumatisme, qui est le traumatisme actuel, où moi je me fais harceler à longueur de journée de gens qui me disent « Ah, comment on peut être un peu plus une start-up ? Comment on peut être un peu plus machin ?» Alors, je vais vous révéler un secret. On n'évalue pas un poisson à sa capacité à monter en haut d'un arbre. Quand on est un poisson, on l'évalue à sa capacité à nager. Donc les grands groupes ne deviendront jamais des start-up. Point. Il n'y a pas besoin de se raconter d'histoire. Et les startups, si elles deviennent des grands groupes, elles sont en catastrophe. Alors eux, ils ont de la chance, ils n'ont pas de moyens, donc ils n'ont pas le temps de jouer à des rôles. Donc ils doivent se concentrer sur gagner de l'argent et se développer. À l'inverse, les grands groupes ont tellement de moyens, tellement de temps libre, tellement de disponibilité, que forcément, il y a beaucoup de temps pour la récréation. Et la récréation, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des startups. Regardez le nombre de compétitions qu'il y a tous les jours de types qui montent sur scène et qui pitchent. Alors je vais vous révéler un petit secret, il n'y a aucun entrepreneur de l'histoire qui a fait une boîte bien et qui a gagné un concours de pitch. C'est connu en fait, parce que les gens qui travaillent, ils ne vont pas faire des concours de pitch, encore moins dans un grand groupe. Et c'est pour une raison très simple, c'est qu'il y a des raisons fondamentales au fait que les mondes soient séparés. Alors maintenant, la question qui se pose... Vous les rapprochez en tout cas. Hein. Alors c'est là où la question devient intéressante. Je ne sais pas si on les rapproche. Disons qu'on construit un pont. Il n'y a pas besoin de rapprocher les gens quand vous construisez un pont. Les gens peuvent rester séparés, il y a juste un pont qui les relie. Maintenant, la question c'est que de plus en plus de ces entreprises nouvelles attaquent les secteurs traditionnels. Et ça, c'est la réalité de notre nouveau monde, qui est la phase 3. C'est que les pirates se sont dit, bah, c'est sympa de voguer au loin, etc. Mais en fait, il y a quand même des industries vachement sympas et qui sont faites par des gens qu'on considérait être une bande d'amateurs. Il faut que vous compreniez qu'à l'origine, il y a toujours... Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue la semaine dernière. Vous pouvez aller voir un site qui s'appelle doctrine.fr. Doctrine.fr, c'est le Google du droit. LexisNexis, qui est une entreprise de documentation juridique qui vous permet d'accéder à la jurisprudence, c'est 2 000 € par mois et par avocat. Si vous êtes un grand cabinet, ils doivent vous faire une réduction à 1 000 € par mois et par avocat parce que c'est des gens très sympas.
Doctrine en 3 mois. En 3 mois. Ils ont eu l'idée en janvier, en mars, c'était lancé. En mars, ils ont lancé LexisNexis gratuit en ligne, beaucoup mieux fait. Ils sont 3, il y a 350 ingénieurs en face, il y a 0 commerciaux, et le marché entier est en train de se restructurer autour d'eux. C'est-à-dire qu'en 3 mois, 3 personnes peuvent venir et prendre un business qui fait des centaines de millions et juste dire « Ah, ça c'est du vol, nous on peut faire beaucoup mieux ». Et révolutionner un modèle économique qui était établi depuis des années. LexisNexis les a invités. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, pour travailler ensemble. Alors, ils ont été visités. Et j'aurais dit, mais pourquoi vous avez été visités? Vous allez entendre la réponse et vous allez comprendre le gap culturel. Ils m'ont dit, on adore aller au zoo. Avec okay. Les espèces en voie de disparition, c'est ça? Exactement. Et donc, ils ont visité et ils ont vu une salle où ils ont vu 400 personnes en train de taper des trucs. Et ils ont dit au type, ah, vous savez, nous, on a remplacé ces 400 personnes par un algorithme. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler, rapprocher? Non. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est que de l'autre côté, on peut comprendre qu'il y a des grands groupes qui continuent à avoir une avance stratégique énorme. Parce que c'est ça le grand sujet. Le sujet, c'est que les startups vont pas conquérir tous les sujets traditionnels. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a des sujets traditionnels qui tout va pas être disrupté ou... Alors, tout va être disrupté, mais tout le monde va pas être disrupté par les startups. Et je pense que c'est ça le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est que quand on est un LexisNexis et qu'on a bâti une rente sur un monopole indu, eh ben, il y a peu d'espoir que ça résiste. Parce que si on fait quelque chose que les utilisateurs ne valorisent pas, si on voit bien que c'est... Pourquoi les décisions de justice ne sont pas ouvertes? C'est une honte. C'est-à-dire que des gens rendent des décisions de justice avec nos impôts collectifs, des gens les tapent et les rendent propriétaires pour que des gens puissent défendre les gens après. C'était un déni de démocratie à la base. Donc que quelqu'un vienne et dise bah, « maintenant tout ça est gratuit », c'est une légitimité. À l'inverse, il existe des groupes qui ont bâti des vrais actifs, qui ont des vrais métiers, qui ont des vraies activités, et elles n'ont pas besoin de devenir des startups pour se disrupter. Alors attendez, parce que là vous me dites, j'ai bien noté, vous aussi sûrement, des monopoles indus. Alors, quelle différence on fait entre un monopole de fait, qui s'est établi avec les années, par tradition, puis aussi par expertise, parce que l'entreprise en question a un vrai savoir-faire, a des hommes et des femmes qui ont une expertise, et du coup, bah, y a un monopole parce que les autres ne savent pas le faire, et d'autres monopoles indus. Je pense qu'il y a le monopole qui est en alliance avec ses utilisateurs, et il y a le monopole qui n'est pas en alliance avec ses utilisateurs. Tous les monopoles qui sont contre leurs clients vont disparaître. Il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, pour une raison très simple, regardez-vous comment vous vous comportez. Les taxis sont contre leurs clients, du coup, si je schématise. Citez-moi quelqu'un qui a vécu une bonne expérience avec taxi de façon récurrente, quoi. Mesdames, messieurs, voilà, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, à chaque fois, ça Oussama, de façon récurrente. Hein. De façon récurrente. Ouais. Non, mais il y a un problème quand le service client n'est plus à la hauteur, que les prix ne sont pas alignés avec le service rendu, etc. Forcément, à un moment, il y a une révolte des utilisateurs. Et d'ailleurs, je peux vous raconter une anecdote. Nous, on a une entreprise qui s'appelle Hitch. Alors, Hitch ramène les jeunes de soirée entre 20h et 8h le matin. Et donc, évidemment, les taxis veulent l'interdire. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que j'ai jamais vu un taxi prendre un jeune bourré après 20h. Donc, je me dis... moi, je serais taxi, je dirais qu'il faut autoriser Hitch pour tuer Uber. Mais bon, ils ne m'ont pas pris comme conseiller en strat, donc peu importe. Donc on a fait cette réunion interstellaire avec des représentants syndicaux de taxi. Et alors, c'est ces genres de réunions où vous vous demandez vraiment sur quelle planète on vit. Et donc à un moment, le fameux zoo. Hein, voilà, exactement. Et donc à un moment, je leur dis, pour détendre l'atmosphère, il y a une sorte de pause, je leur dis, on était en juillet, je leur dis alors, vous partez en vacances? Il me dit, oui, vous me prenez pour un plouc ou quoi? Je dis, ok. On se calme, non, c'était vraiment pour détendre l'atmosphère et avoir un moment humain entre nous, en fait. Et il me dit, oui, bah, on part en vacances, vous partez où? On part en Italie. Et alors, bon, évidemment, j'ai pas pu m'en empêcher. Je lui dis, alors, sur quelle agence de voyage vous avez acheté vos billets d'avion? Des agences de voyage, mais vous êtes fous, c'est trop cher, moi je vais sur Expedia. Voilà. Il est là le problème. Le problème, c'est que la disruption, quand elle nous concerne, on est toujours de mauvaise foi. Moi, je fais souvent la blague. Si un jour, il y a un type qui vient et qui me dit qu'il a lancé The Family en intelligence artificielle et qu'il n'a plus besoin de moi, vous pouvez me faire confiance, j'expliquerai que ce n'est pas la même chose, que la relation humaine n'est pas remplaçable, que vraiment, ça a peu de chances de marcher. Et puis quand j'aurais été ravagé, peut-être que je ferais autre chose. Mais forcément, quand ça nous concerne, on ne prend jamais bien. Personne ne peut prendre ce genre de phénomène bien. Par contre, il faut avoir cet œil vrai et voir qu'à la fin, c'est les gens qui votent avec leur temps et leur argent.
Et les gens sont dans une démocratie, dans un populisme qui fait que les gens qui ne sont pas alliés avec leurs clients finissent toujours par mourir. Alors on va reparler des clients, Oussama. On en revient à la genèse de Family. C'est ça l'histoire en fait. L'idée, elle est partie comment? De ça, de rapprocher avec un pont, créer des liens, lancer des... Alors nous, notre métier, c'est de créer des grandes boîtes. Je pense qu'il faut ramener à un point de base qui est de savoir... Vous êtes investisseur. Hein. Quelle est notre mission? Notre mission, c'est de dire, il s'est passé quelque chose d'étrange en France. On a eu une histoire industrielle extraordinaire des années 60 aux années 90. On a créé... les 30 glorieuses décalées, ouais. On a créé des boîtes extraordinaires. On a eu des Bernard Arnault, des François Pinault, des Vincent Bolloré, des je sais pas quoi, des Bouygues, enfin, qui ont créé des groupes mondiaux qui se sont développés. Puis d'un seul coup, tout s'est cassé. On n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. Vous savez quelle est la dernière grande boîte qui a été créée en France? La dernière vraie grande boîte créée en France? Interrogeons nos amis. Quelqu'un a une idée de l'année? Donc pour moi, une grande boîte, c'est quelque chose qui vaut plus de 5 milliards et qui est un leader mondial. Bernard, tu as une idée? Qui a une idée? Comment? Non, Criteo, ça vaut pas 5 milliards. Ouais. C'est génial, je veux dire, je rêverais d'être investisseur chez Criteo, mais comment? Alors, Airbus, c'est 2 ans avant l'entreprise à laquelle je pense. C'est SFR, je vais vous régler le problème. SFR, ça a été créé en 97, et c'est la dernière boîte qui est partie de zéro et qui a été développée à un point important. Donc si le fleuron industriel de la France, c'est SFR, il y a un problème. Il y a un problème, ça veut dire qu'on a raté la vague numérique, ça veut dire qu'on a raté la vague Internet, etc. Maintenant, nous, notre analyse de ça, c'est quoi? Notre analyse, c'est que la France a perdu pied avec sa culture entrepreneuriale, malgré le fait que le mot entrepreneur soit un mot français, on a oublié ce que c'était les entrepreneurs. Et pourquoi on l'a oublié? Parce qu'à un moment, on a développé une culture qui était beaucoup trop fondée sur le fait que le succès se donne. En France, on grandit avec l'idée, les grandes écoles, les formations, etc., que pour avoir du succès, il faut que quelqu'un vous donne ce succès. Ce n'est pas quelque chose que vous construisez. Vous avez ce poste parce que vous êtes polytechnicien. Je veux dire, regardez les nécrologies des gens. En France, quand quelqu'un meurt, le premier paragraphe est sur ses études. C'est unique au monde. C'est unique au monde. Personne, dans aucun pays, les gens sont définis 40 ans après une carrière remplie 40 ans parce qu'ils ont mis dans leur copie le jour de Normal Sup. Moi, l'année où j'étais à Normal Sup avant de me faire virer, les gens parlaient toute l'année de leur concours, ce qu'ils avaient mis dans leur copie. Et moi, ça me rendait malade. À la fin, je savais même plus ce que moi j'avais mis. Je disais, c'est pas possible, on n'a pas autre chose. Et les grandes écoles qui vous disent oui, mais ça vous donne accès ensuite? Non, le sujet il est beaucoup plus profond. C'est que parce que vous avez fait une grande école, vous avez une carrière. Résultat, si vous avez fait une grande école par hasard, vous avez quand même une carrière et ça finit par détruire l'économie. Si la carrière, elle n'est pas fondée sur le mérite réel, mais sur une appartenance de caste, vous avez un problème. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont fait des grandes écoles, il n'y en a pas des très brillants, si, il y en a plein. D'ailleurs, la preuve, c'est pour ça que le système tient, c'est pas pour rien. Mais ils ne peuvent pas embarquer avec eux les gens qui ne le méritent pas. Et donc, ce point important, cette cassure, cette culture, nous, on a voulu la rétablir en France en disant à des gens que vous ayez fait une grande école ou que vous n'ayez pas fait une grande école, à The Family, vous serez jugé sur une seule chose, votre traction. La traction, c'est quoi? C'est votre capacité à sortir une entreprise qui a du succès, qui avance, qui a de la croissance, qui a du revenu. Et si vous mettez des gens en concentration à un endroit, qui partagent la même culture, qui développent la même radicalité, on va retrouver un mécanisme de développement. Donc ça, c'est pour l'analyse micro. Maintenant, l'analyse macro, c'est que quoi qu'on en pense, nous, on pense que la disruption va toucher tous les secteurs, et que donc il n'y a pas un secteur qui à un moment va être épargné, exactement de la même façon que l'ère industrielle a concerné tous les secteurs. Si vous regardez au 19e siècle ce qui s'est passé, industrie après industrie, secteur après secteur, les secteurs se sont industrialisés. C'est quoi le paradigme de l'ingé industriel? Le paradigme de l'ingé industriel, c'est que les deux choses les plus importantes, c'est la distribution et le capital. À l'âge industriel, tout démarre par le capital et tout finit par la distribution. Vous voulez bâtir un empire à l'âge industriel, soit vous êtes un grand financier, soit vous êtes un grand distributeur. C'est les deux points pivots par lesquels toute industrialisation passe. Pourquoi? Parce que l'industrialisation, c'est le passage à l'échelle, donc vous avez besoin de capital pour construire des usines, parce que vous avez besoin d'une force de production avant de pouvoir produire en masse, et vous avez besoin de distribution, parce que c'est quoi l'ère industrielle? C'est qui dit produire en masse, dit distribuer en masse. Le problème, c'est qu'il y a eu une cassure historique. La cassure historique, c'est que pour faire ça, on a été obligé de dégrader la qualité. On est la première génération à manger moins bien que nos grands-parents.
Si vous regardez l'alimentation dans l'histoire de l'humanité, la qualité alimentaire et la sécurité alimentaire on croît. La sécurité alimentaire au XXe siècle a continué de croître, mais la qualité alimentaire a baissé. Accident. Si vous regardez à peu près tous les secteurs, c'est le cas. Pourquoi ? Parce que qui dit passage en masse dit réduction de la qualité. L'âge entrepreneurial dans lequel on est entré, c'est l'âge du passage à l'échelle, des rendements croissants à l'échelle. C'est-à-dire qu'on dit qualité doit rimer avec quantité. Plus on augmente la quantité, plus on doit augmenter la qualité. C'est un Airbnb qui dit plus j'aurai de chambres de qualité. C'est un Google qui dit plus il y a de gens qui recherchent sur mon moteur, plus la qualité de mes requêtes est nouvelle. Et ça, ce phénomène-là, on va le vivre dans plein d'industries. Donc nous, si on regarde l'échelle macro des batailles, on dit les États-Unis, ils ont gagné quoi ? Ils ont gagné l'Internet pur, ils ont gagné un peu les médias, et encore, peut-être que la bataille n'est pas finie, la pub, la musique, l'entertainment en général, etc. Ça, c'est des batailles qui sont finies, les monopoles sont créés. Si vous voulez, si aujourd'hui quelqu'un veut ici venir tuer Google, il n'y a qu'en France qu'on crée un Google français pour tuer Google. Enfin, je peux vous raconter une anecdote. J'ai rencontré un conseiller au ministère qui m'a dit « J'ai appris que Twitter, c'était 140 caractères de limite. Pourquoi on ne lance pas un Twitter français à 280 caractères ?» Je lui ai dit « C'est une super idée, vous devriez le faire. » Vraiment. D'ailleurs, je connais un type, il peut vous programmer ça en une semaine. Donc vous voyez, ces batailles-là, elles ne sont pas... Par contre, si vous regardez l'état industriel du monde, il y a plein de batailles qui ne sont pas menées. L'agriculture. Il y aura un Google de l'agriculture, il n'est pas encore né. L'énergie. Il y aura un Google de l'énergie, il n'est pas encore né. Le transport, la voiture automatique, l'intelligence artificielle, etc. Et toutes ces batailles, si vous regardez ces batailles-là, elles ont un avantage, c'est que c'est des batailles industrielles qui nécessitent des actifs. Si vous voulez faire un Google de l'agriculture, vous ne pouvez pas le faire de zéro, en partant dans votre cave et en développant un truc sans avoir d'actifs. Et c'est pour ça que The Family, notre thèse, c'est de dire, plutôt que d'essayer de créer des relations grandes entreprises, start-up, qui soient fondées sur la sous-traitance. C'est-à-dire l'idée que la start-up, elle fait des choses. De subordination. Et donc, il y a une forme de subordination. Nous, on veut développer des relations de surtraitance. On dit, vous avez des actifs, ces actifs sont sous-exploités, donnez-le à des entrepreneurs qui vont venir les exploiter et valoriser votre top line. Et là, ça change complètement de paradigme. C'est-à-dire que là où les entrepreneurs ont besoin pour leur conquête, pour leur projet, pour leur vision de choses qui n'existent pas ailleurs, d'un seul coup, l'Europe prend une clé stratégique. Et c'est ça la thèse d'investissement de The Family. C'est pour ça que The Family a été créé en France, c'est pour ça qu'on se développe à l'échelle européenne, c'est pour ça qu'on ouvre Londres lundi prochain, c'est pour ça qu'on ouvre Berlin en septembre, c'est pour ça qu'on a ouvert Barcelone il y a 1 an. C'est parce qu'on pense qu'à une échelle pan-européenne, il y a dans ces secteurs-là une clé incroyable pour aller bâtir des leaders mondiaux. Et on a les talents, on a les entrepreneurs, on a les ressources. Il suffit juste que quelqu'un mette un peu de catalyse et fasse que la patte prenne. Et c'est ça notre boulot. Et c'est ce que vous faites. Alors justement, qui trouve comme bénéfice et la start-up et le grand groupe ? Pour le grand groupe, c'est tout simplement une question d'évolution. Je pense qu'il y a 5 ans, ça aurait été dur à tenir comme discours, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde est convaincu que l'innovation vient plus de l'intérieur, mais de l'extérieur. Donc, comme tout le monde est à peu près convaincu de ça maintenant, il y a quand même une nécessité, une sorte de diktat de l'innovation. À l'inverse, la start-up, il trouve des actifs qu'elle n'aurait pas eu autrement. Et je vais vous donner un cas très concret, vous allez comprendre. Parce que là, c'est très abstrait. Je parle de façon trop abstraite ce matin. Je pense qu'ils suivent. Prenons les Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette, aujourd'hui, une grande majorité, je ne connais pas le chiffre exact, de leurs revenus provient des touristes. Qui ici a fait ses courses aux Galeries Lafayette sur les 6 derniers mois ? Voilà. Ouais, voilà. Et qui les a pas fait à Noël ? Donc voilà. Donc vous avez compris le problème. Vous venez en 1 seconde, je viens de vous pointer le problème. Personne ne peut perdre pied avec son marché local. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que quand il y a des attentats, comme on a tristement vécu en novembre dernier, et d'un seul coup, vous avez une entreprise qui perd 5, 10, 20, 30% de son chiffre d'affaires parce que les touristes ne viennent plus. Donc, c'est très dangereux de perdre son marché. C'est très dangereux de perdre son attache locale. Et même en termes d'image, je veux dire, les Galeries Lafayette vendent une certaine image de la France au monde. Il faut quand même qu'il y ait un peu de français pour décorer. C'est important. Parce qu'il y a un moment,
Les quarts de touristes vont finir par se dire mais attends, c'est Disneyland ce truc, il y a rien de réel. Donc ils se posent beaucoup la question. Alors j'aimerais pas être à leur place. C'est un peu ce qu'a fait Mama Shelter avec les restaurants qui sont principalement fréquentés par des gens du coin, et pas par des touristes. Mama Shelter est un bon cas de ça. Alors eux, ils ont vécu une bataille pas facile. Ils ont essayé d'ouvrir le dimanche et le soir. Alors là, franchement, j'ose pas imaginer le sacerdoce. C'est d'aller en France mener une bataille pareille. Et puis nous, on leur a dit, nous, on a une idée très bête, très simple. C'est qu'on va lancer l'expérience Galerie Lafayette à la maison. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait l'expérience Galerie Lafayette? L'expérience Galerie Lafayette, c'est l'expérience grand magasin. C'est-à-dire qu'à un endroit, vous avez toutes les références disponibles. Toutes. Et toutes ces références disponibles, vous pouvez les avoir de magasin en magasin très facilement. Donc imaginez que vous ayez ça à la maison. Imaginez que vous ayez une app, vous sélectionnez les 10 vêtements que vous voulez essayer, quelqu'un vous l'amène à la maison en une demi-heure dans une malle, vous essayez ce que vous voulez, tout ce que vous ne voulez pas, vous le remettez dans la malle, tout ce que vous voulez, vous le mettez dans votre armoire. Tout ce que vous avez mis dans votre armoire est débité de votre carte bleue, tout ce que vous avez mis dans la malle est renvoyé dans le stock. Et en plus, vous avez un conseiller qui vient avec vous? Non, surtout pas. Non, non. Les gens ne veulent plus voir de gens en magasin, ils veulent être tranquilles à la maison. Et quel marché on adresse? On adresse le marché des 20h, 2h du matin. Parce qu'il y a une vie entre 20h et 2h du matin que tous les gens actifs ont. C'est une fois qu'on a couché les enfants, c'est là où la deuxième journée commence. Et dans cette deuxième journée, aujourd'hui, on n'a aucun acte sympa. On peut pas aller aux Galeries Lafayette, on peut pas sortir, on peut pas machin. Donc amener les Galeries Lafayette à la maison, c'est un bon exemple. Si vous prenez cette initiative, ça demande du design, ça demande de l'intelligence artificielle, ça demande des ingénieurs, ça demande de la logistique du dernier kilomètre, ça demande des choses que les Galeries Lafayette n'ont pas en interne. S'ils essaient de faire ça en interne, ça va coûter 10 fois le prix. Ils vont passer par Accenture ou je sais pas qui, ça va finir avec un truc que personne ne sait comment ça fonctionne. Et à la fin... Personne d'Accenture? Désolé, il aime bien taquiner, c'est pour ça qu'il est là. Et résultat, vous vous retrouvez avec une boîte qui ne fonctionne pas alors que l'idée est bonne. Si vous confiez ça à un entrepreneur et que vous lui dites « Moi, je te donne mes stocks, je te donne ma top line, je te donne ma logistique, parce que qui va aller lever 150 millions d'euros pour créer un entrepôt? C'est impossible. Et toi, tu développes tout ce que tu sais faire, ton app, etc. Et on trouve un accord en joint venture à 50-50. D'un seul coup, ça devient un projet entrepreneurial. D'un seul coup, un actif stratégique unique devient adapté au monde du numérique. Intéressant, parce qu'on a une convergence d'intérêts du coup. Exactement. Et qui fait qu'on monte dans la mayonnaise prend. Exactement. Et c'est l'alignement du risque qui fait qu'on fait quelque chose ensemble. Je pense qu'il faut comprendre ça, c'est très important. Il faut que le groupe prenne un risque, il faut que ce soit un investissement, il faut que l'entrepreneur prenne un risque, parce que c'est sa vie, parce que c'est son projet. Et c'est cet alignement de risque qui fait qu'on peut conquérir un marché ensemble. D'autres exemples? Il y en a plein. Hein. Il y en a beaucoup. Alors, par exemple, un autre exemple sur lequel on réfléchit beaucoup, c'est celui des entreprises dont les qualifications ne sont plus pertinentes. Alors, je ne vais pas donner le nom du client parce qu'il n'aimerait pas, mais vous avez on va essayer de trouver. Vous avez une boîte de 700 personnes qui ont un cerveau très bien fait, qui ont été embauchées pour une fonction très précise, et cette fonction est en train d'être remplacée par un logiciel. Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous avez deux façons. La première façon, vous allez voir le ministre et vous lui dites que le logiciel est honteux. Ça, c'est la méthode préférée en France, d'appeler le ministre. Alors, le problème, c'est que les ministres, ils sont de plus en plus dépassés. D'abord, il y a de plus en plus de gens qui les appellent. Il y a de moins en moins de sous. Et puis, c'est compliqué, quoi. Donc, la deuxième méthode, c'est de se dire, OK, au lieu de nous dire qu'on a un métier, on peut se dire qu'on a des ressources. Et dans ce cas-là, on va réfléchir en se disant, OK, quelles sont, non pas les compétences de mes employés, mais quelles sont leurs aptitudes? Et là, on peut vivre des changements stratégiques. Mais ce changement stratégique, plutôt que de le faire en interne, la meilleure façon de le faire, c'est de prendre 5 ou 6 employés en éclaireur, de les sortir, de leur faire créer un nouveau métier et d'espérer que dans le temps que le métier va mettre à disparaître, c'est-à-dire les 5 à 7 ans, ils aient rembauché l'ensemble des gens par un système de vases communicants. C'est un peu de l'intrapreneuriat, quelque part. Alors, à la différence de l'intrapreneuriat, c'est que c'est dehors, c'est pas dans les actifs, c'est pas dans la politique et c'est pas dans tout ce qui fait que l'entreprise ne fonctionne pas. Sauf que c'est l'entreprise qui bichonne tout ça et qui finance ça. Bichonner, c'est pas le bon mot. C'est pour ça que je suis mal à l'aise. C'est finance. C'est un acte financé, c'est un acte très neutre, très pur.
Vous donnez de l'argent pour un projet, vous avez une KPI. Le problème de l'intrapreneuriat, pourquoi l'intrapreneuriat, ça ne fonctionne pas dans les grands groupes? Parce que l'intrapreneuriat, c'est vouloir avoir le meilleur des deux sans avoir aucun des défauts. Et donc, ça n'existe pas. Il n'y a pas de free lunch. Il n'y a pas de gâteau gratuit. Vous ne pouvez pas dire à un type, tu vas garder ton salaire, tu vas être salarié, tu vas prendre aucun risque, mais t'inquiète pas, ce qu'on aime chez toi, c'est ton esprit d'initiative. Vas-y, allez. Et là, les types finissent dans une machine où en plus tout le monde est jaloux. Se dit, ah là là, lui, il a le droit de glander pendant 2 ans pendant que moi je travaille. Et donc, résultat, tout le monde en interne se met à le tuer parce que c'est pas aligné, parce qu'il n'y a pas de vrai risque, parce qu'il n'y a pas un moment où les gens doivent plonger. Or, il n'y a pas d'acte entrepreneurial sans plonger. Dans l'exemple que je vous donnais, les gens, ils ont un PNL séparé, ils renoncent à leur salaire et ils doivent fabriquer du chiffre d'affaires pour pouvoir se payer. C'est comme avec n'importe quel investisseur. Vous ne pouvez pas aller dire à un investisseur, c'est très gentil, merci beaucoup pour votre argent, donc on va se payer 3 ans dessus et après on verra ce qu'on fait. Non, vous avez besoin de produire du résultat. Et c'est cette culture de la méritocratie et du résultat que les entreprises ont besoin de réinstaller. Alors, culture de la méritocratie, de l'excellence, de la prise de risque, de la non-frilosité. Et je vous entends beaucoup parler de la France, vous avez beaucoup voyagé, vous parlez de la vallée, on a compris que ce n'était pas la vallée de l'Arve, mais c'était la Silicon Valley. Comment vous interprétez tous ces freins, tout ce qui fait que, on va commencer à en parler, hein, en France, il y a des difficultés pour faire bouger les lignes. Vous parlez même de toxicité, Oussama. Alors d'abord, un avertissement. Il n'existe aucun endroit dans le monde où changer les choses est facile. Je ne sais pas d'où vient ce truc. Déjà, ça rassure. C'est pas. Il y a cette espèce de, vous savez, d'autoflagellation nationale. Très français, ça. Non, aux États-Unis, c'est très très compliqué de changer les lignes. Allez travailler pour Procter & Gamble aux États-Unis ou je sais pas qui, et vous allez voir ce que c'est Corporate America. Corporate America, c'est processé, c'est politique, c'est affreux, etc. Donc il y a un accident historique qui est la Silicon Valley, et cet accident historique, il est fondé sur un... Et je parle vraiment d'accident historique parce qu'il s'est passé quelque chose d'unique, c'est que les hippies ont rencontré les militaires. Et les hippies se sont alliés aux militaires. C'est vraiment ça la vallée. L'histoire, l'origine de la Silicon Valley, c'est les militaires qui donnent des contrats à des hippies, des gens pour le free will et la free entreprise, en leur disant on n'arrive pas à développer les technologies dont on a besoin pour se défendre, faites-le là-bas de façon isolée en Californie et on va vous donner l'argent pour le faire. Et je vous parle d'IP parce que, par exemple, la proto-compagnie de la Silicon Valley s'appelle Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor, c'est la première société à avoir donné à part égale à 1000 salariés des actions. C'est une société qui a produit 1000 millionnaires dans les années 70. Et parmi certains de ces millionnaires, il y en a des très célèbres. Par exemple, Andy Grove, qui a fondé Intel, ou Hewlett Packard, qui a fondé HP, etc. Ces gens-là étaient des stagiaires dans cette boîte, qui a rendu même leurs stagiaires riches. Et alors, c'est pour ça aussi que je parle de hippie, parce qu'à l'époque, l'idée de partager à part égale les actions entre les salariés, c'était vu comme un... C'était limite si la CIA faisait pas une enquête pour socialisme. Enfin, donc ça, c'est le premier avertissement. Donc, OK, c'est dur de changer les choses partout. Alors, nous, on dit que la France est un écosystème toxique pour l'entrepreneuriat. Souvent, les gens ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Parce que la réaction que les gens ont, c'est de dire c'est n'importe quoi, regardez, il y a Criteo qui a marché. Alors oui, la définition même d'un environnement toxique, c'est pas que la vie disparaît. C'est juste que des choses qui auraient dû vivre ne vivent pas. C'est ça un environnement toxique. C'est-à-dire que le nombre de sociétés qui auraient dû vivre en France est bien supérieur à Criteo et Blablacar. Blablacar et Criteo, ils sont bactéries résistants. Vous pouvez mettre tous les antibiotiques que vous voulez sur eux. Ils sont tellement gros, tellement impressionnants, tellement incroyables, tellement en développement, avec des entrepreneurs tellement doués, que tout ça réuni finit par donner des succès. Maintenant, la question, c'est combien de pourcentage de sociétés doit survivre? Si on regarde la France, on a produit 3-4 billions de dollars compagnie en 20 ans. Les États-Unis, on en produit une tous les mois par trimestre. Alors, deuxième réaction de scepticisme face à ça, c'est de dire oui, mais c'est facile, c'est une bulle. De toute façon, ces boîtes ne valent rien. Alors, effectivement, il y a sans doute des boîtes, des fameuses unicornes, qui ne valent pas grand-chose. Mais moi, je répète toujours la même chose. C'est peut-être que certaines unicornes vont mourir, mais tous les dinosaures vont disparaître. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'à la fin,
de toute façon, c'est pas parce qu'un pourcentage de ces sociétés ne fonctionne pas qu'il n'y a pas des sociétés qui ont des actifs réels, des activités réelles, des revenus réels. Pour vous donner un chiffre qui a été annoncé la semaine dernière et qui, moi, on a beau être dans le milieu, on n'arrive pas à comprendre le chiffre. Uber a annoncé avoir dépassé le milliard de volume d'affaires à San Francisco. Le milliard de volume d'affaires à San Francisco. Le marché du taxi en 2008 à San Francisco, c'est 230 millions. Ça, vous avez des gens qui ont multiplié par 5 la taille du marché en 6 ans. Par 5. Ils n'ont pas simplement pris 100% de la taille du marché. Alors aussi, l'autre annonce qui est passée tellement inaperçue, c'est que Yellow Cab a fait le Chapter 11. Donc ils ont sous le chapitre, le fameux chapitre. Le chapitre 11, ils se sont mis sous la loi sur les faillites. Et Yellow Cab, c'est la boîte de taxi qui a été créée en 1870 à San Francisco, qui est une boîte, c'est une famille qui possède de génération en génération cette boîte. Donc vous avez quelqu'un qui est venu et qui a multiplié par 5 la taille du marché, qui a fait faire faillite au leader, et qui a fait ça en même temps de lancer 64 autres pays dans le monde. Donc, ça calme. On peut se dire, OK, il se passe quelque chose. Alors, pourquoi nous on parle d'environnement toxique ? On dit parce que finalement, l'environnement n'est pas construit pour les startups avec les entrepreneurs au cœur. Il est construit pour un certain nombre d'acteurs traditionnels qui essaient de protéger leurs intérêts. Alors, qu'est-ce que nous, on fait à The Family ? Nous, à The Family, on crée une bulle. On ne prétend pas changer la France, on ne prétend pas changer le monde. On prétend qu'il est possible de créer un environnement un peu plus sain pour 200 entreprises par an et que peut-être que 10 d'entre elles survivront, peut-être qu'une d'entre elles tous les ans deviendra un champion et que quand on en aura créé suffisamment, ça débordera sur le reste de l'écosystème, ça débordera sur le reste du pays et peut-être qu'on créera de la valeur économique. Et c'est ça, finalement, le fondement, c'est que on ne peut pas croire que le changement est facile. Le changement, c'est une bataille très dure. Il faut taper très fort, il faut se battre, il faut aller jusqu'au conflit, il ne faut rien lâcher. Et quand on gagne, on permet à la génération d'après d'être un peu plus pourri gâté. Et c'est ce qui s'est passé dans la vallée. Aujourd'hui, les entrepreneurs dans la vallée ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont qu'ils font des trucs extraordinaires. Et c'est ce phénomène-là qu'on doit créer. La première génération d'entreprises à The Family a beaucoup plus souffert que la deuxième, qui souffre beaucoup plus que la troisième. Et à chaque génération, comme dans toute bonne famille, on essaie de faire en sorte que ce soit de plus en plus simple. Et parce que c'est de plus en plus simple, on peut faire des choses de plus en plus ambitieuses. Alors comment on fait passer le message à tout l'écosystème un peu, surtout il ne faut rien changer, il ne faut pas prendre de risques et vous n'y pensez pas, quand on voit qu'il faut quand même un peu du temps long. C'est-à-dire qu'on va récolter, vous parlez de la génération suivante qui va récolter les fruits de ce qu'aura fait celle-là. Quand vous parliez des hippies qui discutent avec les militaires et qui leur disent « allez, on y va », c'était dans les années 60 et on en parle aujourd'hui, donc 40 ans après. Il y a le temps long confronté aux quarters, la dictature du retour sur investissement tout de suite. On ne bâtit pas des phénomènes par majorité, on les bâtit par minorité. Je pense que le problème conceptuel qu'on a, c'est qu'on pense que le changement nécessite une majorité. Aucun changement dans l'histoire n'a jamais nécessité de majorité. C'est toujours une minorité qui a produit le changement. Donc il ne faut pas que tout le monde d'un seul coup comprenne qu'il faut avoir une vision du temps long. Il suffit que quelques acteurs en aient conscience pour que ça suffise. Et il est là le sujet. L'armée américaine n'aimait pas les hippies. Il suffit qu'il y ait un général qui soit un peu plus libéral que les autres, qui fasse une alliance avec des gens un peu moins hippies que les autres, et puis hop, ça produit un accident, et cet accident produit On a une phrase de Mark Twain qui est imprimée sur un de nos murs, c'est « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens peut changer le monde, il y a bien que des groupes de petits gens qui ne l'ont jamais fait ». C'est tout. Donc il faut arrêter cette. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vocation pédagogique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en permanence répéter le message, mais il ne faut pas prendre le fait que ce message ne soit pas unanimement adopté comme un signe d'échec. Le fait que le message ne soit pas unanimement adopté n'est pas un signe d'échec. C'est tout simplement une étape nécessaire. Et puis après tout, les gens en face, ils ont raison. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi arrêter ces conneries. Mais regardez, je vais vous raconter 2 anecdotes que j'adore. La première, pour vous montrer à quel point le monde a changé. En 2010, je me suis rendu compte pour la première fois qu'on vivait dans un monde nouveau. C'était une forme d'humiliation, parce que j'ai pris l'avion pour la première fois pour San Francisco, pour m'installer là-bas.
Et dans l'avion, il y a un type qui avait une guitare. Et on était en train d'attendre les bagages, vous imaginez la scène. Et là, il y a une espèce de guitare cassée en 20 morceaux, accrochée avec du scotch, emballé. Et dessus, il y avait un bon de réduction à faire valoir de $20 sur le prochain vol avec Delta. Ou United, je ne me souviens plus. Et le type commence à essayer de trouver quelqu'un, à pleurer. Moi, je vois ça. Et comme à peu près tous les gens normaux, j'ai pris mon bagage et je me suis barré, quoi. Je me suis dit, tiens, le pauvre type. 3 jours plus tard, je reçois un email. Il y a un type qui me dit, regarde cette vidéo. Et là, j'ouvre la vidéo et je vois le type qui était dans l'avion avec moi, avec sa guitare, qui joue une vidéo, Where is my guitar? Et cette vidéo, il explique que c'est la guitare de son père, que United l'a maltraité, qu'ils n'ont pas de sentiments, que c'est une boîte de méchants, etc. Je crois que la vidéo fait 10 000 vues. 3 jours plus tard, je vois la vidéo sur Facebook avec 100 000 vues. 3 jours plus tard, j'allume la télé et je vois le PDG d'United en train de serrer la main au type à la télé en expliquant que plus jamais ça se reproduira. Et cette histoire, je me suis dit, alors moi, j'aimerais qu'on ait un moment d'empathie de 2 minutes pour le PDG d'United. Non, sérieusement, imaginez, vous êtes né dans les années 60, vous avez fait Harvard dans les années 80, vous êtes battu, vous avez monté les échelons, vous avez fait en sorte d'être l'élu pour aller gérer une guitare. Vous pensez que c'est vraiment l'histoire de pouvoir qu'on vous a racontée? Vous pensez que quand vous étiez summa cum laude à Harvard, on vous a dit un jour tu seras PDG, tu géreras des guitares? Non, c'était impensable. Et en fait, il est là le nouveau monde dans lequel on vit. Ça ne veut pas dire que tous les types qui se font casser leur guitare, attention, ne faut pas prendre l'histoire à l'envers. Ça ne veut pas dire que tous les types qui se font casser leur guitare finissent avec le PDG United. Ça veut juste dire que le risque de presse, le risque d'image est complètement imprévisible. Irréputation. Et oui, alors là, c'est même plus de l'irréputation, là, c'est de l'e-catastrophe. Enfin, c'est de l'e-cataclysme. C'est vous levez un matin, mais vous imaginez la première fois que quelqu'un essaie de le briefer? C'est à quoi? 100 000 vues, 200 000 vues? Attention, monsieur, il y a un phénomène. Mais comment voulez-vous qu'il juste il percute? C'est pas possible. Il n'y a rien dans son ADN, dans sa configuration, dans son monde qui est fait pour percuter avec ça. Et c'est sa réalité. Et la deuxième chose, c'est que ce monde dans lequel on vit, c'est aussi un monde dans lequel, d'un seul coup, les savoirs, les changements, etc., changent super rapidement. Je vais vous raconter une deuxième anecdote pour vous montrer, parce que comme c'est le sujet de la formation. En 2005, Pôle emploi a lancé un grand programme national pour former 200 000 chômeurs à Flash. En 2007, Steve Jobs a tué ce Flash. En un communiqué de presse. Un communiqué de presse. Il a dit, voilà, Flash, c'est pourri. C'est à peu près ça, son argumentation. Hein. Et d'un seul coup, vous avez... Combien ça coûte de former 200 000 personnes à une technologie? Et d'un seul coup, vous aviez des gens en plus à qui vous promettez la Lune parce qu'ils vont apprendre une techno, etc. Et qui se retrouvent à nouveau à zéro. Ces gens-là ne peuvent pas bien le prendre. Et donc, vous avez un double phénomène aux deux bouts du spectre. C'est-à-dire que vous avez les élites qui se sentent dépassées et qui se disent mais quel monde de fous, en fait. Et de l'autre côté, vous avez tout en bas des gens qui aussi se sentent dépassés parce qu'ils ont l'impression que jamais ils peuvent être à la hauteur du monde dans lequel on est et qui ne peuvent pas suivre, etc. Et ça donne en fait un sentiment d'angoisse qui se répercute des deux côtés et qui résonne en fait. Alors on parle de formation, on parle de nouvelles formes d'apprentissage. J'ai noté tout à l'heure, Oussama, que vous disiez des entrepreneurs malins, des entrepreneurs doués, et vous avez une maxime, « Anyone can be an entrepreneur ». Ah oui, alors ça, je pense que c'est bizarrement notre maxime la plus polémique. C'est parti d'une blague. Alors, je vais juste vous raconter la blague. Dans le film Ratatouille, « Anyone can be a cook ». Ok, et on regardait ce film et on a dit « Anyone can be an entrepreneur ». Alors bon, des fois vous dites des choses comme ça, et puis d'un seul coup ça résonne. Alors, pourquoi les gens la prennent mal, cette maxime? Parce que d'abord, ils comprennent « everyone ». Anyone is not everyone. C'est pas parce qu'on dit que tout le monde peut être entrepreneur que tout le monde devient entrepreneur. Ça, il y a une petite subtilité qui est pas facile à comprendre. C'est tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire « Anyone can be an entrepreneur » Ça veut dire que le prochain entrepreneur peut venir de n'importe où. Il peut. D'ailleurs, quand vous regardez l'origine sociale
quand vous regardez les patterns qui font que quelqu'un devienne entrepreneur, l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Vous pouvez avoir Evan Spiegel qui a fondé Snapchat, qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche et qui est sans doute l'un des entrepreneurs les plus doués de sa génération. En face de ça, vous pouvez avoir un Sergey Brin qui est l'enfant d'universitaires russes qui ont fui le communisme et qui sont venus aux États-Unis avec une sorte de philosophie libertarienne exacerbée parce que le communisme et la peur du régime. Et à côté de ça, vous avez des gens qui ont démarré de nulle part et qui ont monté tous les échelons et qui sont des self-made man absolus. Donc, nous, on est convaincus de ça. On est convaincus que tout le monde peut devenir entrepreneur. Et parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans ce monde, qui est encore plus vrai maintenant qu'il y a 20 ans, c'est que tout ce que vous voulez apprendre s'apprend. Ça, on parle beaucoup de la révolution du numérique, de la techno, etc. Moi, je trouve que le fait que vous vouliez savoir n'importe quoi sur n'importe quel sujet, il suffit de taper une requête sur Google, ça a changé le monde à un point qu'on n'imagine pas. Et alors, pensez à... Qui connaît ici Coursera ? Bravo. Ah oui. C'est rare que autant de mains se lèvent, on voit qu'on est face à des pros. Coursera... Moi, il y a une histoire qui me fascine sur Coursera, il y a un chiffre qui me fascine. Premier cours sur Coursera, c'est 200 000 personnes. Sur les 200 000, il y en a 100 000 qui le suivent. Sur les 100 000, il y en a 10 000 qui passent l'examen, qui est l'examen de Stanford. Sur les 10 000, il y en a 5 000 qui ont moins de 18 ans. OK ? Donc vous avez 5 000 personnes à travers le monde qui ont moins de 18 ans, qui à 80%, by the way, sont dans un pays du tiers-monde, parce que les nôtres, ils sont en prépa et ils travaillent dur, donc ils n'ont pas le temps d'aller sur Coursera. Et donc, vous avez 80% de gens dans des pays du tiers-monde qui ont moins de 18 ans et qui ont un niveau en intelligence artificielle équivalent à ce que Stanford produit. Ne pas voir que ça, dans 20 ans, ça va avoir un impact systémique sur le monde, il faut être fou. Parce que d'un seul coup, le génie s'est démocratisé. Vous savez, si vous regardez toute l'histoire des génies à travers l'histoire et du phénomène de devenir quelqu'un d'exceptionnel et de quelqu'un d'unique, ça se passe toujours par accident. Vous avez, je sais pas, un type qui rencontre un prof ou un livre. Par exemple, l'histoire la plus célèbre, il devrait faire un film, c'est ce jeune Indien dans un village qui se fait offrir un livre de maths par un missionnaire et qui réinvente 80% des maths de l'époque à partir de ce livre pour enfants. Donc des fois, il y a ce truc. Sauf que maintenant, ces enfants-là, c'est ce 1% d'exceptionnel réparti, EQ réparti dans le monde, a accès à exactement le même savoir sans aucune barrière. Ce qui fait que la fracture sociale de notre monde, c'est plus une fracture d'argent, pas d'argent, d'héritage, pas d'héritage, de statut, pas statut. Non, c'est être convaincu que tout est possible et ne pas l'être. Elle est là, en fait, maintenant, la vraie fracture. Et donc, du côté des gens qui sont convaincus que tout est possible, ils ont un outil à leur disposition qui est exceptionnel, qui est Internet. Par exemple, on a une boîte chez nous qui est un symbole de ça, qui s'appelle Agricool. Agricool, c'est le premier conteneur de fabrication de fruits et légumes bio artificiels, c'est-à-dire que ça produit dans un conteneur, ils prennent des conteneurs de transport et ils les réhabilitent. Dans 26 mètres carrés de conteneurs, ils sont capables de produire l'équivalent de 6 hectares de ferme en fraises. Et ça, c'est la génération 1. Donc imaginez la génération 2, 3, 4, quand on va atteindre des niveaux et des rendements incroyables. Agricool, ils ont tout appris sur Internet. Souvent, quand je raconte cette histoire, on me dit « Ah, ça doit être des agronomes et tout ». Non, non. C'est 2 enfants de paysans qui ont tapé littéralement comment fabriquer un conteneur et qui ont été achetés. Il y avait un conteneur qui traînait dans le jardin qui était à leur père. Ils ont commencé à le démonter, mettre de la laine de verre, installer de l'hydroponie et de produire des fraises. Et un jour, ils ont envoyé un email en disant hey, « Regarde ce qu'on a fabriqué dans le garage, on aimerait te rencontrer. Voilà. » Super. Et alors, pendant ce temps-là, il y a des gens qui font de la R&D. Pensez-y, hein. Je ne suis pas en train de vous parler d'un phénomène qui va se passer dans 10 ans. Parce que le grand problème de tout ça, c'est que tout le monde en parle comme si c'était quelque chose du futur. Mais tout ça, ça y est, c'est là. Enfin, on est dans un monde où, par exemple, on a un jeune entrepreneur de 16 ans au Nigeria qui s'appelle DJ Focus, parce que c'est important d'être focus. 16 ans, hein, qui a construit une centrale électrique dans son village et qui est devenu le premier provider d'énergie au Nigeria.
en village, hein, pas nationalement. Parce Et que donc là, il va dans des villages où il n'y a pas d'énergie et il fabrique. Et il a appris ça sur Internet. La CIA a arrêté un enfant de 14 ans qui fabriquait une centrale nucléaire dans son garage. Et qui n'a pas compris pourquoi il se faisait arrêter. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a quand même un enfant qui a réussi à constituer une centrale nucléaire à fission dans son garage, et c'est en essayant de s'approvisionner en uranium qu'il a été arrêté. C'est bizarre. Et vous imaginez, quand on raconte l'histoire, on se dit mais c'est pas possible. Mais sauf que, les parents, ils ont rien vu. 2, le gamin, il comprend pas pourquoi on peut pas s'approvisionner en uranium. Et 3, il se demande toujours ce qu'il a fait de mal. Hein. Que c'est possible, qu'il y a un droit à l'erreur, qu'il faut se lancer. Et vous nous dites aussi, il y a de nouvelles façons d'apprendre, le fameux test and learn, se lancer, on y va. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos spécialistes qui sont en face? Alors, moi, je pense que ce qu'on répète, nous, à longueur de journée, c'est que les RH vont devoir rentrer dans une évaluation des compétences, de quitter l'évaluation des compétences, des diplômes, etc., et rentrer dans l'évaluation des aptitudes. Et ça va être la transformation la plus dure, parce que ça commence déjà, hein, tout ce qui est gens, mindset, tout ce qui est soft skills. Tous les gens qui aujourd'hui sont autodidactes ou autodidactes plus et sont capables d'apprendre tout ça sont des gens essentiels à la survie de l'entreprise de demain. Et donc les groupes qui vont se révolutionner sont les groupes qui vont être capables d'absorber cette transformation et qui vont être capables de voir leur RH au centre de l'entreprise. D'ailleurs, moi, là, ce qui ne met pas toujours entre les entreprises traditionnelles et nos startups, c'est que dans nos startups, la fonction RH, c'est une fonction qui est au cœur de l'entreprise. Quand je dis au cœur, nous, on recommande à tous nos CEO de passer au moins la moitié de leur temps à recruter. Au moins. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur l'autre moitié, mais 50% de leur temps ne doit être dédié qu'à recruter. Parce qu'il n'y a qu'une équipe d'exception qui peut produire une entreprise d'exception. Et donc, ça veut dire que c'est un travail de Champions League. C'est-à-dire qu'il faut voir beaucoup de gens, il faut développer beaucoup de sources, il faut travailler avec beaucoup de recruteurs, il faut vraiment développer des process d'excellence qui font qu'on arrive à attirer des gens qu'on n'aurait pas pensé attirer. Et que ce soit des gens qui ont des excellences classiques ou des gens qui ont des excellences originales, parce que les deux vivent très bien ensemble, en fait. Et donc, les systèmes de rémunération, la culture, le développement, etc., tout ça, le recrutement, c'est devenu une fonction, c'est plus une fonction support. Alors, il y a beaucoup d'entreprises, Oussama, qui se sont lancées. Je ne sais pas si vous avez vu le nouveau site de recrutement de Carrefour, c'est ça, développé avec des startups. Il y a aussi dans l'apprentissage, dans la formation, dans toutes les notions de learning, la notion de partage. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, tous ces espaces de coworking, de partage. Alors, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. La seule chose, c'est que je me méfie quand c'est une cause plutôt qu'une conséquence. Moi, j'ai vu je citerai pas le nom, j'ai vu le PDG d'une entreprise industrielle française visiter la Silicon Valley. Et j'étais invité et puis on était chez Google et il dit tiens, pourquoi les gens sont en Bermuda? Type de Google très américain a fait la pire réponse qui était possible de faire. Il a dit parce qu'on célèbre l'innovation, alors on laisse les gens venir en Bermuda. Alors pourquoi je dis c'est la pire réponse? Parce qu'il fallait lui dire personne n'a jamais remarqué qui que ce soit est en Bermuda. Et tu devrais peut-être te poser des questions sur pourquoi la première remarque que tu as, c'est qu'il y a des gens en Bermuda. Mais il est américain et poli, donc il lui a pas dit ce qu'il pense, il lui a dit ce qu'il voulait entendre. Il est rentré, il a fait un mémo, il a dit Bermuda obligatoire le vendredi. Véridique. Véridique. Alors ça s'appelle confondre les causes et les conséquences. Alors Dieu merci, les types étaient en Bermuda et se shootaient pas. Sinon c'était shoot pour tout le monde. J'étais dans la vallée, les types prennent de la LSD, allez, MDMA pour tout le monde. Non, donc il faut faire attention. Donc coworking, c'est la même chose. Les gens vont dans la vallée, ils voient des coworking. Ils disent ah c'est formidable, tous ces gens, bon pas en Bermuda mais où en Bermuda, qui ont l'air d'être ensemble, d'échanger, etc. Revenons et créons des coworking. Alors quand vous allez dans un coworking en France, moi je supporte pas, parce qu'un coworking en France ça ressemble à quoi? Il y a du bruit. Les gens sont pas très respectueux. Le temps passé à la machine à café par jour à parler sur des conneries est interstellaire. Et en général, en France, dans un coworking, vous êtes sûr que tout le monde va s'optimiser sur le plus mauvais du coworking.
Pourquoi ? Parce qu'on a importé la forme coworking avant d'importer la culture. Et là où dans la vallée, le coworking n'est qu'une conséquence naturelle de l'état d'esprit des gens, c'est-à-dire le partage. Le partage, cette philosophie hippie, le pay it forward, le fait que la seule différence acceptable entre les gens n'est qu'une différence d'idées, de performance et de rien d'autre, et qu'elle est en plus pas acquis à vie. Donc tout ça n'a pas été importé, mais on a importé le symbole, le travail, le coworking. Et résultat, ça donne une cata. Ça donne les caricatures dont je parlais au début. C'est qu'on fait le travail à moitié, on a importé le symbole, donc on peut inaugurer le coworking, aller dire regardez ça, et ça devient le zoo. Regardez tous les grands groupes qui ont ouvert des incubateurs, des labs, dans lesquels les collaborateurs passent leur journée à les visiter. Et moi, des fois, je me dis, il faut mettre un truc de cacahuète à l'entrée, puis vous lancez, puis vous assumez. Comme ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. Ça ne devrait pas être une visite. Soit le coworking est une méthode de travail, et bon, c'est comme ça, soit il ne l'est pas. Mais ce n'est pas un lieu qui change la culture. C'est la culture qui crée les lieux. Autre point, on parle beaucoup, puisqu'on est dans des générations successives différentes, vous le disiez, et qui doivent se parler. On a du mal en entreprise. On parle beaucoup de mentorat, de mentor. Votre avis là-dessus ? Alors, nous, on a beaucoup de gens qui veulent mentorer nos startups. Souvent, on se demande pourquoi. On est toujours étonné que les gens aient du temps libre. Hein. Donc, le mentorat, c'est formidable quand il y a quelqu'un qui a une expérience pertinente qui peut la transmettre. Donc, ça veut dire que les entrepreneurs ne devraient être mentorés que par des anciens entrepreneurs et que vous pouvez appliquer ça à n'importe quelle fonction. Le mentorat de type j'ai eu une carrière extraordinaire dans un grand groupe et je vais aller mentorer un entrepreneur parce qu'il est jeune, celui-là, il est cassé en fait. Celui-là, il ne fonctionne pas. Faudrait peut-être à la rigueur penser à l'inverse, peut-être penser à se faire mentorer par des jeunes entrepreneurs. Ça, ce serait peut-être un modèle. Et encore, moi, j'aurais du mal avec ça parce que je me dirais quand même, ils vont perdre leur temps. C'est pas très important. Donc le mentorat, ça fonctionne quand il est personnalisé, quand il est individuel, quand il est pertinent. Sinon, encore une fois, c'est juste un symbole, c'est juste une façon de dire, regardez, on a fait quelque chose, on a mentoré. Oussama, vous parlez du temps. Je voudrais qu'on revienne sur le temps parce que vous avez coutume de dire qu'en Europe, on a une forte capacité à perdre son temps et à le gaspiller. Oui, alors attention parce que je suis souvent ironique quand je dis ça. Je dis la vision des ironique ? Non. La vision des Américains qui moi me fait toujours beaucoup rire, c'est de dire ah là là, en France vous n'êtes pas productif, vous mettez 2 heures à manger le midi, vous avez un mois de vacances en août, vous êtes des feignants. Alors moi ça me fait toujours rire parce que je vous mets au défi de trouver un Américain après 17 heures au bureau. Hein, et je vous mets au défi de trouver un mec dans la vallée qui soit là le vendredi et qui ne s'est pas barré à Tao ou à la plage ou je ne sais pas quoi pour aller faire du surf, etc. C'est juste que le rapport au temps est différent. Le rapport au temps aux US est un rapport de l'hyper-optimisation. C'est-à-dire que quelqu'un va venir au bureau, il va arriver à 9h, il va travailler jusqu'à 17h, il va parler à personne, il va être très productif, il va être très focus. Nous, on va arriver à 9h, on va partir à 20h, puis on va rajouter 3 pauses en milieu, un déjeuner, etc. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un modèle qui gagne sur l'autre. On est d'accord, parce que Thierry Marx a coutume de dire, le cuisinier, moi je suis pour les temps morts de l'entreprise. Ouais. À la machine à café, on discute, on échange, on désamorce un conflit. Disons que je pense qu'il faut tout pour faire un monde, que je pense que les deux peuvent produire le même résultat. Qu'à la fin, en fait, c'est une histoire d'ambiance, c'est une histoire de culture, c'est une histoire de ça. Par contre, on a un problème, c'est que cette gestion dilettante du temps, elle se répercute dans la gestion de l'extérieur. Et notamment, moi, je le vois sur un point tout bête, c'est combien de gens me contactent par jour pour prendre un café. Moi, jamais dans ma vie, j'aurais eu l'idée d'envoyer un email à un type que je ne connais pas en lui disant « Viens, on prend un café ». D'autant que vous aimez le thé. Mais pourquoi ? D'autant que j'aime le thé. Mais pourquoi vous voulez prendre un café ? Pour parler, échanger. Non, en fait, non. D'abord, si je fais ça avec tout le monde, je ne vais plus travailler. Et puis le taux de caféine va être un peu élevé. Et il y a un problème de focus. Donc, autant cette gestion du temps long en interne, elle pose moins de problèmes qu'on le pense. D'ailleurs, j'ai une grande théorie, c'est que la France est en avance sur le reste du monde avec les 35 heures, mais elle ne le sait pas encore.
Vous verrez que quand les robots ont remplacé 80% de nos boulots, on se dira que finalement travailler 20 heures par semaine, c'est peut-être pas une mauvaise solution et que la France, on était juste un peu trop avant-gardiste. Le timing, Oussama, en termes de formation, en termes de learning, je vois Madame Hourgade qui est face à moi, et on voit avec ce que fait Pôle emploi, ce que fait BPCE, ce que fait La Poste, on est dans des formats plus courts. On parlait tout à l'heure de YouTube, adaptés, et puis Segos aussi qui développe des formats adaptés à une nouvelle consommation, à de nouvelles attentes du client consommateur de formation. Oui, alors, je vais passer pour le rabat-joie. Encore une fois, moi, je ne suis pas convaincu de ça. Aujourd'hui, on est dans une fragmentation de la consommation de l'information. Et vous verrez que la génération qui va suivre va sortir de ça. Comme il y a une génération où tout le monde fumait, puis d'un seul coup, il y a une génération entière d'enfants qui est contre le tabac et qui développe une sorte d'anticorps naturel parce qu'ils savent dès l'enfance que c'est pas bon. Je pense que cette consommation parcellaire, Twitter-like, etc., elle n'est pas bonne pour l'apprentissage. L'apprentissage, c'est les temps longs, c'est les textes longs, c'est l'intimité avec les savoirs. Et toutes ces blagues-là de vidéos courtes de 5 minutes où on se prend toutes les infos comme ça. D'ailleurs, nous, à The Family, toutes les vidéos qu'on fait sur YouTube, il n'y en a pas une qui dure moins d'1 heure. Donc, on nous a toujours dit « Ah là là, les gens ». Et en fait, les gens reconnaissent que le fait d'expliquer pendant longtemps, ça rentre mieux. Et c'est connu, hein, je veux dire, c'est la pédagogie romaine, 3e siècle avant Jésus-Christ. La pédagogie, c'est la répétition. La pédagogie, c'est la répétition. Donc c'est pour ça que ces histoires... En fait, moi, je me méfie toujours quand quelque chose est à la mode. Et il faut savoir que les modes passent, mais que les tendances restent. La tendance, c'est que tout est on peut tout apprendre. Mais par contre, le fait que tout se transforme en format court, interactif, ludique, etc., ça disparaît. C'est un peu comme ces conneries de tableaux interactifs dans les écoles. Vous savez, on a acheté des trucs pour que les profs, quand ils parlent de la guerre romaine, il y a des petits romains sur le tableau qui cassent d'autres mains. Ben, ça, en général, c'est marrant avec la première génération de gamins. Puis vous pouvez être sûr que dès la deuxième génération de gamins, ils sont blasés. Alors, parce que c'est fatigant en fait. Vous pas... Alors on est sur quand même des modèles hybrides, hein, où il y a de l'humain, où il y a du présentiel. C'est ça la clé ? Je pense, mais le présentiel ne va pas disparaître. On va pas. Après, je ne sais pas à quoi va ressembler la réalité virtuelle, mais peut-être que la virtualité un jour sera mieux que la présentielle. Mais en attendant, aujourd'hui, on n'est même pas fichu de faire Skype qui marche. Je veux dire, attendez, vous avez essayé d'avoir une conversation avec quelqu'un sur Skype ? C'est horrible. C'est horrible. Il n'y a rien qui passe. Et alors, pour des raisons biologiques, on le sait. Vous savez que 80% de la communication entre deux personnes passe par les phéromones. Il n'y a pas encore de récepteur à phéromones dans Skype. Donc forcément, après, les gens, ça ne veut pas dire que Skype ne rend pas service dans des cas où on n'a pas le choix. Mais ça ne remplace pas. Mais ça ne remplace pas. Et c'est la même chose avec la formation. Évidemment que la vidéo en ligne, ça rend service quand on n'a pas le choix. Quand on est au fin fond du Bangladesh et qu'on peut avoir accès à un cours de Harvard, c'est incroyable. Il n'empêche, être à Harvard, pouvoir parler avec le type et aller boire une bière avec lui, ça reste mieux. Donc le mieux est l'ennemi du bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas élargir ses champs, ça veut pas dire qu'il ne faut pas ouvrir les connaissances, etc. Mais il faut faire très attention à qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va rester. Parce qu'il y a beaucoup de choses où les gens sont persuadés que ça va disparaître, alors qu'il n'y a aucun indice qui montre que ça va disparaître. Le cas des écoles et des universités, c'est quand même la grande blague du monde du numérique. Il y a quand même une mode en ce moment en expliquant aux gens que ça ne sert à rien d'aller à l'école. Ok. Alors vous avez même des gens comme Peter Thiel qui offrent de l'argent. Alors au passage, Peter Thiel qui a fait Stanford, Harvard, etc. et qui vient expliquer que pour 100 000 $, vous pouvez quitter l'école. Alors j'ai rencontré les gens de son Thiel Fellowship. Et donc j'ai rencontré la directrice de truc et elle me dit, je lui dis alors c'est quoi votre plus grand problème ? Elle dit écoute, je passe mon temps à faire du babysitting et à leur apprendre des trucs de politesse de base. Par exemple, quand on est plusieurs à manger des chips, faut attendre que l'autre se serve avant de tout dévorer. Et heureusement qu'il a fallu une expérience d'un milliardaire pour apprendre ça. Vous voulez dire que l'école permet d'éduquer les gens ? La blague, on le savait pas. Non mais des fois ces gens sont fous en fait. Ils vivent tellement dans une réalité qui n'a plus rien à voir avec le monde réel, qui se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Évidemment que l'école va pas disparaître. Évidemment. Alors est-ce que ça veut dire que les profs vont pouvoir continuer encore longtemps à assommer des générations d'étudiants sans faire d'efforts ? Non. Bien sûr que non. Évidemment que les profs vont devoir faire des efforts énormes. Évidemment que l'université va se transformer. Évidemment que quand votre alternative, c'est d'avoir le meilleur cours d'Harvard, de Stanford ou je sais pas quoi, et qu'en face de vous, vous avez un type qui n'en a rien à faire et qui se sent trop intelligent pour être prof,
évidemment que ce type va très très mal vivre ses 10 ans de carrière. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, Oussama, et sur le site, avec des clés pour réussir, avec le projet que vous avez développé, et j'aimerais qu'on termine par là avec la notion de care, prendre soin de l'autre, dans l'empathie, dans la bienveillance. Alors ça, je pense que c'est quelque chose de nouveau. Alors nous, on est persuadé que le monde dans lequel on rentre est tellement un monde de l'excellence. C'est le mélange entre excellence et populisme. C'est-à-dire que personne ne peut accepter une défaillance de qualité, et la moindre défaillance de qualité devient une affaire d'État. Vous avez, par exemple, nous, je peux vous raconter l'histoire parce que vous verrez qu'on vit. On a un de nos entrepreneurs qui est membre de The Family, qui était dans notre boîte spam, et donc ça fait 3 mois qu'il écrit à tout le monde, personne ne lui répond. Bon. Et il a fini par poster un Twitter en disant que The Family prenait pas soin de ses entrepreneurs. C'était la grande crise d'hier, ça. Et il a raconté toute son histoire, il a publié les emails, machin, et tout ça. Bon. Alors moi j'étais là, mais c'est qui ce type? Je connais même pas. Et donc au bout de 2 heures d'enquête, on a découvert que le type était dans notre filtre spam. Bon, bah il est dans le filtre spam. Il n'empêche, ça y est, le mal il est fait. D'abord, ne surtout pas raconter en public qu'il est dans le filtre spam. Le public n'a pas besoin d'excuses. Le public, il attend juste une chose, c'est des mea culpa. C'est comme ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est agréable. Hier, j'ai expliqué à notre jeune stagiaire qui voulait lui répondre en lui disant qu'on était dans le filtre spam. Je lui ai dit non, t'as pas compris, ça c'est notre problème, pas le sien. Son problème à lui, c'est qu'il vit une frustration et que ça fait 3 mois que personne ne lui répond. Donc tu lui organises un dîner avec nous, donc tu fais les choses bien. Et tu oublies l'historique, c'est même pas la peine. Et peut-être que s'il va mieux et qu'il nous en veut pas, on pourra lui dire au fait, tu sais que tu étais dans notre filtre spam, reconfigure ta boîte email. Mais vous pouvez pas commencer avec ça. Et ça, c'est nouveau. C'est que cette mélange entre excellence et populisme fait que, qu'on le veuille ou non, en face, il faut donner le plus grand niveau de care possible. Et c'est dur, parce que c'est impossible à l'échelle. Il y a forcément des gens qui ont des problèmes, etc. Mais ça suppose de reprogrammer son cerveau. Alors, je vais vous donner un exemple que tout le monde comprendra. J'espère que je vexe personne dans la salle. Mais la SNCF a un problème avec ça. La SNCF annonce tous les ans que 97 ou 98, peu importe, % des trains arrivent à l'heure. Et donc, ça développe une désalliance avec leurs utilisateurs. Pourquoi? D'abord, parce que c'est un mensonge intellectuel. Quand vous dites à quelqu'un que 97 ou 98% des trains sont à l'heure, vous lui dites implicitement que des millions de trains sont en retard. Parce que 2% des trains à la SNCF, ça fait des millions de trains. Donc, étant donné que c'est les gens sentent bien qu'il y a un problème, les gens sentent bien qu'ils sont pris pour des cons quand on leur dit que 97%. Donc, résultat, la SNCF fait une double erreur. La première erreur, c'est qu'en interne, elle communique à ses employés en disant « Ne vous faites pas avoir par le populisme extérieur, les usagers ne reconnaissent pas votre talent, vous faites un travail formidable, 97% des trains qui arrivent à l'heure, c'est une performance extraordinaire. » Et résultat, ça développe une haine de l'externe contre l'interne et une haine de l'interne contre l'externe. Et résultat, vous n'êtes plus alignés. Qu'est-ce que la SNCF devrait faire? C'est gratuit. La SNCF devrait parler en chiffres absolus. Elle devrait afficher sur un tableau dans tous les centres d'opération le nombre de trains annuels de l'année dernière en retard et le nombre actuel. Et dire, tous les ans, les gars, on sait bien que ce n'est pas possible d'atteindre le 0, mais on va essayer l'impossible. On va ensemble essayer de faire baisser ce chiffre tous les ans. Et toutes les gens qui sont en retard, eh ben on les traitera. On s'excusera, on leur dira, on leur expliquera que c'est pas possible, etc. Commencez à le faire quand même. Hein. Vous avez déjà lu un des papiers de retard de la SNCF? Vous savez, quand les trains sont en retard, il y a une enveloppe. Et au dos de cette enveloppe, ils vous expliquent toutes les raisons pour lesquelles ils ne vont pas vous rembourser. Non, il y a une différence entre faire de la com et il y a une différence entre le vivre. Alors, on peut faire un parallèle avec les compagnies aériennes. Il y a un rapport avec SNCF en France qui est un rapport... Justement. Voilà, oui, votre argument, il n'est pas bon. Votre argument, c'est justement de croire que le problème, c'est les gens. Non, c'est pas ça. Vous dites qu'il y a un rapport émotionnel. Par exemple, vous avez un avion qui a 1 heure de retard. Oui. 1 heure de retard au décollage. Vous allez voir que personne n'aura une réaction aussi virulente que vis-à-vis de SNCF. Ah si, maintenant si, allez sur Twitter, vous verrez. Et vous avez vu ce qui se passe pour les compagnies aériennes, c'est-à-dire que EasyJet, ils sont très malins, c'est qu'ils vous disent 93% des vols sont arrivés à l'heure, pas décollés à l'heure. Ils augmentent le temps de vol par rapport au temps réel de vol pour se prendre une marge de 20 à 25 minutes
et ils sont sûrs que l'avion va arriver à l'heure, même s'il est parti en retard. Non, ce que je veux dire, c'est que je défends pas SNCF. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la façon dont vous le prenez, et pour moi, elle est symptomatique. Elle est de penser que les gens peuvent avoir tort. J'ai pas dit ça. Si, j'ai dit qu'il y a une relation particulière avec donc, le train en France. Vous dites qu'il y a une relation émotionnelle avec la SNCF. Ce que je vous dis, c'est que cette relation émotionnelle, la SNCF ne peut pas faire autrement que la prendre comme acquis et la gérer. Et soit vous comprenez qu'il faut tendre vers l'excellence et vous allez détendre ce rapport, parce que ce rapport, il ne sort pas de nulle part, il sort d'années et d'années et d'années de désalignement entre les clients et la direction et les employés. On est maintenant dans la bienveillance client. Et c'est ça. Et c'est pour ça que le CARE, c'est plus une blague. Aujourd'hui, le CARE doit être amené à un niveau d'excellence qui est impossible. Ça ne veut pas dire que 100% des gens seront contents, ça veut juste dire qu'on va tendre vers 100% des gens. Et du moment qu'on est dans cette croissance-là, les choses vont un peu mieux. Alors CARE, prêtez attention, c'est ce que vous faites aussi auprès de ceux qui viennent apprendre grâce à The Family. Ah oui, alors nous, par exemple, on a une règle, on essaie de répondre à tous nos emails, on n'y arrive pas. Mais par exemple, nous, on a ce critère en interne, on a un tableau qui montre le temps de réponse aux emails et le pourcentage de gens à qui on a répondu. Et on se permet pour l'instant juste de ne pas répondre aux fous. Ou vraiment, des fois, on se dit, si on commence à répondre, on va mal finir. Parce que des fois, on reçoit des choses qui sont très, très bizarres. Mais même ces gens-là, en fait, c'est une mauvaise attitude. C'est juste qu'on n'a pas encore assez de ressources. Donc on a fait cet arbitrage, mais un jour, il faudra aussi leur répondre. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est ça l'image de marché, parce que c'est ça qui fait qu'une entreprise avance ou n'avance pas, en fait. Et c'est pas agréable, c'est dur, c'est musculaire, mais c'est ce qui fait qu'on a un peu plus de chances d'avancer et de survivre. Alors, ils sont pas fous, hein, mais vous allez leur répondre. Vous avez sûrement des questions, des réactions par rapport à ce que Oussama vient de nous dire depuis le début de notre entretien. Qui a envie de poser une question, de réagir au sujet? Profitez-en. Qui a envie de poser une première question? Allez, on va vous tendre le micro. Je demande à une de nos hôtesses qui a un micro dans les mains de venir vers vous. Alors à défaut, et c'est un plaisir, Gabriel va vous passer le micro par derrière, regardez. Hop, ou sur le côté. Voilà, c'est monsieur là-bas. Allez, passage de relais de micro. C'est vrai. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour Oussama, c'est Didier. J'ai une question à vous. Qu'est-ce que vous faites, Didier? Je suis responsable de la formation au sein d'un groupe de sécurité privée, Securitas. Voilà. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une présentation réalisée par le patron de Blablacar. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez le temps que passe chaque recruteur avec les recruter chez Blablacar? Aucune idée, non. 0 seconde. Voilà. Alors, j'ai entendu, je suis pour le monde moderne, naturellement, j'utilise Internet, je développe la digitalisation dans mon entreprise. Vous avez parlé de ponts, moi je parlerais peut-être de câbles téléphoniques, voire d'ondes, parce que j'ai l'impression que les ponts sont de moins en moins physiques, finalement, entre les personnes. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment aborder, je vais essayer de poser une question ouverte, comment aborder la dimension sociale et humaine avec l'ère de la digitalisation? C'est une question très intéressante. Il faudrait d'abord se poser la question de savoir pourquoi on a rendu responsables les institutions économiques de la relation sociale et humaine. Ça, c'est une première question. Moi, je trouve qu'on a des structures dans le monde, on a les amis, on a la famille, on a l'entourage, on a des structures très fortes et on a voulu les remplacer par des structures abstraites qui n'existent pas, qui sont l'entreprise et l'État. Donc ça, moi je pense qu'il y a eu un premier problème et le numérique ne fait qu'appuyer là où ça fait mal. La mission d'une entreprise, ce n'est pas la mission de la société. La mission d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Ok, à Blablacar, les recruteurs passent 0% de leur 0 secondes avec leurs recrutés. Je ne sais pas trop comment ils font d'ailleurs, mais peut-être que c'est parce qu'ils recrutent que par référence. Je sais qu'il y a des entreprises qui font ça. Peut-être que c'est parce qu'ils recrutent automatiquement en ligne. Et à la fin, les gens, quand ils sont chez Blablacar, s'ils sont contents ou pas contents, on a l'avantage de parler de gens très compétents. S'ils n'étaient pas contents chez Blablacar, ils iraient travailler ailleurs. Donc, la tendance de fond que la société pose et interroge, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand 80% des boulots vont être remplacés?
Ça, c'est une vraie tendance de fond. J'ai pas de réponse magique. Mais maintenant, moi, ce que je dis, c'est que le tsunami, il arrive et qu'aucun tsunami au monde, on parle avec. Je veux dire, on peut se poser, on peut dire, c'est pas bien, le monde, il devrait pas être comme ça. C'est OK. Sauf que les tendances structurelles qui font que le monde est en train d'aller vers ça sont pas stoppables. L'émergence de l'intelligence artificielle, c'est pas stoppable. L'émergence des technologies, c'est pas stoppable. L'exponentialité de la productivité, c'est pas stoppable. C'est comme ça. Donc maintenant, on a deux responsabilités. Moi, j'ai une responsabilité en tant qu'agent économique. Et en tant qu'agent économique, ma responsabilité est d'expliquer aux sociétés dans lesquelles j'investis qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour vivre dans ce monde, réussir dans ce monde et se développer dans ce monde. Et ensuite, j'ai une responsabilité en tant que citoyen, qui n'est pas la même. On peut avoir deux casquettes dans la vie. Et ma responsabilité en tant que citoyen, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire avec le côté humain, le caractère humain. Et moi, je pense que les réponses ne viendront pas de autre chose que plus d'éducation, plus d'efforts et plus de confiance. Souvent, j'entends très très souvent la réaction de dire oui, mais les gens, tout le monde ne peut pas s'adapter, tout le monde ne peut pas réussir. Alors moi, je réponds toujours deux choses, une histoire très personnelle. Ma maman a appris à lire et écrire, elle avait 52 ans. Et ma mère, elle en a 67 aujourd'hui, et elle est sur WhatsApp et elle me casse les pieds toute la journée sur Facebook. Donc, si ça c'est possible, beaucoup de choses sont possibles. Alors, est-ce que ça veut dire que 100% des gens vont vivre la transition? Non. Peut-être on sera une génération où il y aura 3% d'exclus, 5% d'exclus, 10% d'exclus, 20% d'exclus. Mais en tout cas, on ne pourra pas savoir quel est ce pourcentage tant qu'on n'aura pas fait confiance aux gens au maximum en leur donnant les infrastructures pour pouvoir s'adapter à ce nouveau monde. Et la deuxième chose, c'est que quand bien même il y aurait des exclus, quand bien même des gens vont ne pas être adaptés à ce nouveau monde, il faudra réfléchir aux structures sociales qui font en sorte qu'ils ne perdront pas leur dignité. Regardez le débat qu'il y a dans la Silicon Valley sur le revenu de base universel. Regardez le débat qu'il y a sur l'impôt négatif au Canada. Regardez le débat qu'il y a même en Suisse avec le référendum sur le minimum, le salaire minimum, etc. Les gens sont pas fous, ils le voient bien, cette réalité. Mais cette réalité viendra du fait qu'on inventera la protection sociale de ce nouveau monde. Elle ne viendra pas du fait qu'on aura adapté ce nouveau monde à la protection sociale d'avant. Bonjour, Sophie Jalabert, Generali. Moi, j'ai une question. Si on vous entend bien, est-ce que ça veut dire que vous êtes dubitatif quant à une transformation de l'intérieur des entreprises, notamment pour des entreprises qui reposent sur des modèles anciens, des métiers très techniques Alors, voilà. Comme le métier de l'assurance, par exemple. Par exemple. Alors oui, je suis très dubitatif puisque historiquement, l'intérieur, le changement ne vient jamais de l'intérieur. Donc si cette fois-là, si dans cette révolution, le changement viendrait de l'intérieur, ça voudrait dire qu'il y aurait une innovation historique. Voilà, je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à beaucoup faire confiance au raisonnement empirique. Je me dis que si quelque chose n'a jamais eu lieu, c'est que quelque chose n'aura jamais lieu. Ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui est dans l'innovation, mais pourtant, c'est ce qui se passe. L'innovation, c'est très, très rarement un changement de paradigme. Les forces qui sous-entendent l'organisation de la société sont toujours et toujours les mêmes. Vous savez, en France, on a créé le Collège de France parce qu'on n'arrivait pas à réformer l'université. On est sous François Ier. Les Romains n'ont jamais réussi à vivre l'intégration barbare et se sont écroulés sur eux-mêmes. Vous savez, on apprend à l'école 476, invasion de Rome. Ce qu'on ne précise jamais à aucun enfant à l'école, c'est que Rome était vide à ce moment-là. Il ne faut pas l'oublier. Rome ne s'est pas écroulé parce que les barbares ont attaqué. Rome s'est écroulé parce que leur corruption était telle qu'ils se sont écroulés de l'intérieur. Ils sont tous, les quelques rares de l'élite se sont barrés à Constantinople. Ils ont vécu l'Empire romain d'Orient, qui est un empire extérieur, et l'Empire romain d'Occident s'est écroulé sur lui-même, non pas parce que les barbares ont attaqué, mais tout simplement parce qu'il n'y avait plus personne pour se défendre face aux barbares. Et puis ces barbares, d'ailleurs, ont développé l'Empire franc, Francrache, etc. Donc moi, ce que je vois, c'est que, et j'ai pas de boule de cristal, mais à chaque fois qu'il y a une opportunité de transformation en interne, étant donné qu'il y a un coup de cannibalisation, d'un seul coup, l'ensemble des énergies s'arrête. Je veux dire, le problème prenons le secteur de l'assurance. Il est où le problème de l'assurance? Le problème de l'assurance, c'est que si vous regardez à peu près toutes les assurtech qui sont créées aujourd'hui, elles reposent sur une hypothèse cachée, c'est que les gens n'aiment pas leur assureur. C'est ça.
Je veux dire, comment on rattrape 25 ans de désalliance? Alors, on peut faire des campagnes de com, on peut dire que ça a changé, etc. Il n'empêche, les gens, ils sont rancuniers, les gens, ils sont comme ça. On est encore dans la notion de care. Et ouais, exactement. Et donc, c'est très, très dur pour un assureur de montrer patte blanche. Maintenant, est-ce que les assureurs vont disparaître? Je ne pense pas. Parce que je ne vois pas quelle assurtech va pas se faire racheter par un assureur. C'est juste que je pense que ça viendra de l'extérieur, que ce sera absorbé, que ça se transformera, que peut-être que les marques survivront, mais ce qui est sûr, c'est que cette transformation passera toujours par de l'acquisition externe. Le fait qu'un projet en interne permette de changer une organisation sociale alors que le changement n'est pas naturel, je trouve ça trop dur. Pour être honnête, je pense, moi si j'étais patron d'une boîte, je me poserais la question de comment gérer ma résilience et je me poserais la question de comment gérer au maximum ma résilience tout en préparant dehors ma propre disruption. Je pense que c'est ce double mouvement qui crée l'excellence. Un bon exemple de ça, par exemple, c'est Amazon, qui est en train de devenir une entreprise traditionnelle. Amazon gère une résilience incroyable dans le e-commerce et fait tout pour se disrupter lui-même dehors. Et cette double tension fait que Amazon a l'air d'avancer à pas de géant. Ils le font sous la même marque qu'Amazon, mais en fait, c'est pas la même entreprise. Les gens se parlent pas, ils sont dans des villes différentes, ils sont dans des départements différents, ils se connaissent à peine, mais c'est nécessaire parce que c'est cette double tension et ce double challenge qui fait qu'on tend vers l'excellence. Intéressant l'idée d'élargir le territoire de marque, toujours avec l'expérience client, ce que vous évoquiez à l'instant. Question ? Qui a une autre question? Allez, on y va. Hop, je vais vous tendre le micro. Juste après. Merci. Bonjour, Arnaud Herry, McDonald's. Tout d'abord, bravo pour cette brillante intervention qui nous a amené beaucoup de lumière. Une question par rapport à une phrase. À un moment, vous avez dit que les Google de l'énergie, de l'agriculture n'existent pas encore. Qu'en est-il du Google de la formation? Est-ce que c'est Coursera? Est-ce que vous en voyez d'autres? Est-ce qu'il existe déjà? Non, je pense qu'il n'existe pas encore. Je pense que la formation est encore un champ vierge. C'est un champ qui est dans une situation assez paradoxale. C'est que les utilisateurs... Il existe une élite d'utilisateurs qui est en avance sur le marché. Il existe une majorité d'utilisateurs jet-lagués qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe. L'offre et la demande ne se rencontrent plus parfaitement. Donc, il y a un problème. Et alors, comme toutes les activités réglementées, subventionnées et soutenues, il y a eu beaucoup de monopoles indus. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent dans la formation en formant personne, mais juste en faisant semblant d'en former. Ça faisait partie du jeu, les SIF, les DIF, les KIF, là, tous les produits ménagers. Là. Donc, résultat, ça a créé un désalignement. Mais pour moi, je pense que Coursera, par exemple, alors je connais très bien les fondateurs de Coursera, ça les énerve beaucoup quand je dis ça, mais moi je les trouve super décevants. Je les trouve d'une frilosité fatigante. Ils avaient une opportunité en or pour devenir le Google de la formation, ils ne l'ont pas fait. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu peur. Et ils ont eu peur, ils voulaient gagner de l'argent, ils voulaient monétiser, ils voulaient pas être à la hauteur de ce que les utilisateurs projetaient en eux. LinkedIn a racheté, je ne sais plus comment ça s'appelle, comment ? C'est fait racheter. Voilà. Donc voilà. Et puis maintenant, c'est fait racheter. Alors bon, maintenant, tout ça est sous Microsoft. Moi, j'ai vu hier en live mes copains qui travaillent chez LinkedIn enlever qui travaillent chez LinkedIn pour pas que leurs copains puissent se moquer d'eux et dire « Ah, tu travailles chez Microsoft ». On va voir, hein. Je suis pas prophète, hein. Je sais pas où va mener le rachat de LinkedIn par... Mais pareil, c'est décevant. Pourquoi LinkedIn a vendu? Enfin, c'est une honte. C'est vraiment un jetage d'éponge terrible, quoi. Et puis sérieusement, pour l'argent, enfin, que vous ayez 1 ou 26 milliards, ça change rien dans votre vie, hein. Les fondateurs de LinkedIn n'avaient pas besoin d'argent, ils savent même pas quoi en faire de leur argent. Donc non, ils ont vendu parce qu'ils ont vraiment jeté l'éponge, que le produit il est nul, que personne l'utilise, qu'ils ont perdu face à Facebook. De toute façon, la vérité, c'est que LinkedIn, c'est très bien pourquoi ils ont perdu. LinkedIn, c'est pas LinkedIn, hein, c'est Facebook aujourd'hui. Hein. Facebook est devenu un réseau social professionnel. Hein. Si vous regardez dans vos entourages sur Facebook, plus personne ne partage de contenu personnel sur Facebook.
Donc c'est devenu une plateforme, professionnelle. Donc non, j'ai l'impression qu'il y a tout à faire. Et alors, pour répondre plus précisément à votre question, je pense que quelqu'un va venir avec un modèle hybride. Je pense que le gros problème aujourd'hui dans l'information, c'est que d'un côté, il y a le monde du présentiel qui ne maîtrise pas le en ligne. De l'autre côté, il y a le monde du en ligne qui ne maîtrise pas le présentiel. Et que la formation, depuis l'origine, passe par un présentiel extraordinaire. Les plus grandes institutions éducatives du monde sont avant tout des campus. Je veux dire, vous allez à Stanford, à Harvard ou à Yale, ou même avant quand on avait un quartier latin à Paris, ou la Sorbonne sur la montagne Sainte-Geneviève, ou l'université de Bologne, ou l'université de Pise, ou même le Max Planck Institute. Toutes ces institutions-là sont avant tout des lieux de vie. Et je pense que l'avenir... D'ailleurs, moi je pense que si quelqu'un va bouleverser le monde de la formation, il viendra du monde de l'hospitalité. Nous, on est très très intéressés de voir... on a essayé pendant 1 an de convaincre un concierge d'un grand hôtel de fonder une boîte de formation. Mais j'y crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup que quelqu'un à un moment va dire, OK, étant donné que les contenus sont une commodité, étant donné que le savoir, c'est plus ce qui compte dans la formation, puisque à peu près tout est disponible partout et que tout peut être retraité, reprocessé. Je veux dire, vous voulez ouvrir une université avec tous les savoirs du monde, ça prend 1 an. Hein. Il n'y a pas un challenge énorme. Mais il y a une magie qui n'est pas encore maîtrisée, quoi. Il y a quelque chose que les gens ne captent pas. Et une dernière question, monsieur ? Oui, donc Louis Pierre Guillaume, Schneider Electric, Knowledge Management Officer et intrapreneur, un de ceux qui essayent de survivre. Aussi pour l'innovation, parce que vous avez dit effectivement qu'une grosse boîte innove peu, même ne peut pas innover. Nous, on voit notre grosse boîte rachète des petites boîtes en espérant que ça va mettre de l'ADN d'innovation, mais ça la tue, parce que si on met la petite boîte dans la grosse boîte avec les process, ça ne marche pas. Et votre concept d'aller un peu plus loin de alliance avec la start-up, c'est pas je la prends, mais c'est je lui donne l'accès à mon information, mon savoir, pour qu'elle puisse aller au-delà. Regardez, je pense que l'exemple qui est devant nos yeux et qui montre qu'il y a une génération qui a compris ça, c'est Facebook. Regardez Facebook. Facebook, ça a été créé en 2006, je crois. Oui, c'est ça, c'est leurs 10 ans cette année, donc 2006. Peut-être 2004, c'est peut-être leurs 12 ans. Donc, ça a été créé il y a 10-11 ans. Donc, c'est quoi Facebook ? C'est d'abord un réseau social pour l'université, puis un réseau social pour les écoles, puis le réseau social de tout le monde, puis la première plateforme à atteindre 1 milliard d'utilisateurs. Okay ? Là, vous vous dites, ce serait une entreprise traditionnelle, il se serait dit, ça y est, on est fait. Vous êtes Facebook et vous voyez WhatsApp, vous voyez Instagram, vous voyez Messenger, vous voyez tout ce qui fait que c'est une propre menace à vous-même. Qu'est-ce que vous faites ? WhatsApp, vous payez 19 milliards, 10% de votre capitalisation pour une boîte de 32 salariés. Et quand même pas 1/10 de vos utilisateurs. Et une fois que vous l'avez acheté, vous faites quoi ? Vous la laissez dehors, vous laissez le patron en place, vous faites venir le patron dans votre board et vous lui dites « explique-moi ce qu'on a raté ». Et ça donne Messenger. Vous voyez, c'est la différence entre prendre au sérieux le talent et pas le prendre au sérieux. Quel est le problème des grands groupes qui font du M&A ? D'abord, c'est que la moitié des transactions sont faites pour des raisons de com. Donc quand on rachète pour des raisons de com, on n'y croit pas vraiment. On peut se raconter ce qu'on veut, mais on n'y croit pas. La deuxième chose, c'est que quand ce n'est pas pour des raisons de com, on ne veut pas payer. Je veux dire, nous on le voit dans les discussions. Pourquoi toutes les offres américaines sont toujours au point de départ 3 fois le prix d'une offre européenne ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Les types ne savent pas compter là-bas ? Ils ne savent pas faire de business ? Ils sont nuls, ils ne savent pas faire de profit ? Mais non, c'est une blague. C'est juste qu'ils ont, ils ont un rapport à l'argent qui est un rapport où argent égale talent, alors qu'en France, on dirait « Ah bah quand même, on ne va pas te rendre riche, on préfère essayer d'avoir ta boîte au meilleur prix ». Et ben, cette différence de base fait que quand on rachète des boîtes, bien sûr qu'on les tue. On ne les tue pas parce qu'elles sont petites, on les tue parce qu'on ne les respecte pas. C'est différent. C'est pas parce qu'un gros rachète un petit. Facebook, ils ont acheté 32 personnes chez WhatsApp, mais ils les ont mis sur un piédestal.
Ce qui fait que ces gens-là sont devenus un exemple pour les 7000 salariés de Facebook. Et il est là le sujet. Moi, j'attends le moment où un grand groupe va dire « Ok, on a perdu telle bataille sur tel sujet, on a racheté le leader, on le met sur un piédestal, on les laisse indépendants, on leur donne les moyens et on met leur patron au sein des seins de notre COMEX pour voir comment avancer. » Le jour où un grand groupe européen fera ça, ça veut dire qu'il est en avance de phase et qu'il veut conquérir son marché. En attendant, la seule chose qu'ils font, c'est de la com, ça, parce qu'ils ne les prennent pas au sérieux, ils ne comprennent rien. Je veux dire, d'ailleurs, il n'y a rien de pire aujourd'hui qu'un patron du CAC 40 qui est fasciné par le numérique. C'est pas, ça donne ce que ça donne en ce moment dans plein d'entreprises où on confond cause et conséquence. Et donc, on est persuadé que sous prétexte qu'on a fait un communiqué de presse, une conf, un hackathon, tout ça c'est grand sujet, qu'on a mis des types qui ont mangé des pizzas. Attendez, nous, à The Family, on n'a jamais mangé de pizza. Hein. Enfin, moi, je plains les pauvres entrepreneurs de la vallée à bouffer de la pizza toute la journée. Je veux dire, nous, on mange bien, The Family. On ne s'est pas dit que pour innover, il fallait manger de la pizza. Oui, il est là, en fait, le sujet de fond. C'est qu'il va falloir prendre nos responsabilités collectivement et ces groupes vont devoir prendre. Et il y en a qui commencent. Hein. Je ne dis pas, encore une fois, il n'y a pas besoin que la majorité, se transforme pour qu'une minorité ne gagne pas, quoi. Et nous, on a dévoré vos propos. Je vous demande de l'applaudir. Oussama Ammar, merci beaucoup.